si on ouvrait la fenêtre en grand? Bienvenue, merci d'être à l'écoute. Vous avez rendez-vous avec votre podcast Ouvrons la fenêtre. Je suis Sophie Noailles, journaliste, et je souhaite continuer à donner la parole dans un monde où tout se vaut pour y voir un peu plus clair et puis comprendre. Je vous invite donc au fil de mes émissions à ouvrir ensemble nos fenêtres grâce à des tranches de vie qui font sens, des livres et leurs auteurs, des personnalités qui nous emmènent par les chemins de traverse pour nous aider à élargir nos horizons et nourrir notre réflexion. Allez, ouvrons la fenêtre, le podcast aéré est fait pour vous, c'est parti. Bonjour à tous et heureuse de vous retrouver en ce début de cette année 2021, après une petite pause, après quelques semaines d'interruption pour passer du temps autrement, en famille, avec les proches, et puis réfléchir aussi à l'avenir. En tout cas, je tenais néanmoins à continuer de donner la parole à des personnes qui nous enthousiasment et des personnes qui, par leur passion, par ce qu'elles vivent, nous aident à avancer et à aller plus loin. Et j'ai souhaité redonner la parole en ce début d'année à Arnaud Bachelin, que vous avez découvert pour certains en septembre 2020. C'était le premier à répondre positivement pour mon podcast. Donc voilà, je tenais à lui tendre à nouveau le micro pour découvrir un autre aspect de sa personnalité, de ses passions, qui font partie intégrante de sa vie, le patrimoine et bien plus que ça encore. Alors à travers Arnaud Bachelin, découvrons cette abbaye de Saint-Martin-du-Bourg qui est porteuse de symboles et qui nous emmène bien loin à travers le Morvan. C'est pas si loin que ça, mais on prend de la hauteur et de la distance et ça nous aide à vivre cette période un peu difficile. Allez, je vous souhaite une bonne écoute et puis n'hésitez pas à prendre contact avec Arnaud ou à aller sur le site internet de l'abbaye pour peut-être le soutenir dans son projet et pourquoi pas participer aussi à ce beau chantier de toute une vie. Bonjour Arnaud. Bonjour Sophie. C'est un plaisir de vous retrouver pour la nouvelle année. Merci, c'est un plaisir de vous retrouver également. On commence cette nouvelle série de 2021. On l'avait commencé avec vous en 2020. On la commence avec vous en 2021. Alors là, plus spécifiquement, on va prendre un grand bol d'air et un grand bol de patrimoine, puisqu'on va plus précisément parler de ce beau projet autour de l'abbaye Saint-Martin-du-Bourg à Avallon, qui est extraordinaire. Vous allez nous raconter cette histoire qui vous tient à cœur depuis l'enfance. Oui, avec grand plaisir. Effectivement, Saint-Martin-du-Bourg a été toujours un peu une obsession. C'est un bâtiment dans lequel je suis passé à maintes reprises, jusqu'au jour où j'ai fait le pari fou de lui donner une nouvelle vie, puisque c'était un lieu un peu abandonné et qui n'attendait que d'être réveillé. Alors, Avallon, évidemment, c'est dans l'Yonne. Exactement. Dans le Morvan. Avallon, donc, c'est la ville que l'on surnomme les portes du Morvan, puisque le Morvan commence juste derrière ses remparts, côté vallée, et avec ses grandes étendues de forêts de prairies. Avallon a un lien avec moi très, très, très fort, puisque ma famille est originaire de cette région, d'un tout petit village juste à côté, et que je suis moi-même né à Avallon. Je suis une des dernières générations qui ait pu naître à la maternité d'Avallon. C'est une région très riche en patrimoine, en histoire. C'est une région, évidemment, aujourd'hui qui paraît endormie. C'est le monde rural qui, grâce à plein d'événements récents, commence à revivre différemment aussi. Mais c'est surtout un lieu chargé d'histoire et avec des vestiges assez fous qui nous content toute l'histoire de France, puisque véritablement, s'il y a bien une ville en Bourgogne qui a mi-chemin entre la Bourgogne et l'histoire de France, c'est bien Avallon. On remonte avec cette histoire autour de l'abbaye, alors comme l'histoire d'Avallon, on remonte vraiment presque à l'époque celtique, à l'époque gallo-romaine. Oui, alors la première chose qu'il est important de dire, c'est sans doute qu'à Avallon, on a eu très peu de fouilles archéologiques. On a énormément de vestiges, mais comme c'est une ville qui n'a jamais été véritablement abandonnée, où on n'a jamais eu véritablement dans les parties très anciennes d'occupation de la ville de grands projets de travaux, on a peu de données archéologiques. Donc effectivement, avec Saint-Martin-du-Bourg, on a la chance de cumuler toutes les périodes d'occupation d'Avallon, même si j'aurais envie de dire que je rêverais un jour qu'on arrive à découvrir qu'on ait une occupation bien encore plus ancienne avec le néolithique, par exemple. Ça, c'est l'archéologue qui parle. Le passionné d'archéologie. Donc oui, et c'est ce que je trouve assez fou avec Saint-Martin-du-Bourg et son occupation qui remonte donc à l'époque celtique, et avec les vestiges d'un premier temple dont aujourd'hui il reste plus grand-chose si ce n'est des traditions orales. Et puis ensuite, un temple romain qui sera transformé en chapelle chrétienne,
et puis ensuite a grandi sur la demande d'une reine de France et qui deviendra donc abbaye royale. Arnaud, c'est ça qui vous intéresse, creuser le plus loin possible. Alors creuser au double sens du terme, parce que Oui. l'archéologue fait ses recherches, gratte, creuse, va le plus loin possible dans ces vestiges-là. Et puis creuser dans le sens de ce bâtiment, parce que c'est un bâtiment pour vous qui est important, alors au sens personnel, Mhm. intime, et puis pour la ville aussi, pour le patrimoine, pour la population. Oui, et en fait, ce qui, moi, m'a le plus ému, en fait, quand je suis retourné à Saint-Martin-du-Bourg, il y a à peu près 6 ans maintenant, c'était de me dire que ce bâtiment racontait notre vie à tous, nous autres Avalonnais, et qu'en fait, on n'y avait pas du tout accès, qu'il s'y passait rien. Et que ce bâtiment avait été au centre de la vie d'un faubourg, le faubourg Saint-Martin, pour tomber dans l'oubli. J'ai eu la chance de rencontrer énormément de monde avec ce projet, des personnes qui habitent au bout de l'impasse et qui se doutaient pas du tout de ce qu'il pouvait y avoir derrière cette grande porte. Donc, mon rêve ultime, c'est de lui redonner un sens, une place et un rôle, tout en creusant dans son histoire, parce qu'il faut se la réapproprier, comme le lieu a été abandonné. Il faut bien vous dire aussi qu'on a perdu des bouts de son histoire, et donc c'est un puzzle et une enquête qu'il faut mener. Et grâce aux rencontres, grâce aujourd'hui aux nouvelles technologies, enfin des choses aussi simples qu'Internet qui aident à communiquer entre différents centres d'archives, puisque l'histoire a été aussi torturée et tortueuse. Donc on a des archives éclatées aux quatre coins de la France et même aujourd'hui à l'étranger, puisqu'on commence à trouver des archives en Angleterre. Et puis ensuite, les dernières générations qui ont pu vivre et connaître ce bâtiment et qui viennent me le raconter maintenant. Arnaud Bachelet, on en avait déjà parlé un petit peu dans le premier podcast, mais pour ceux qui redécouvriraient, c'est quand même un projet fou quand on se lance dans l'achat d'un tel bâtiment, jeune en plus. On se dit à un moment donné, quand on a les clés de ce bâtiment dans la main, qu'est-ce qui s'est passé? Très honnêtement, déjà, j'y suis un peu allé sur un coup de tête. Je trouvais fou que l'on abandonne un lieu pareil et qu'on le laisse à la merci de promoteurs immobiliers, parce que c'était clairement le problème avec ce lieu, qui avait commencé à être morcelé. La première réaction, je me rappellerai toujours, il devait être 16 heures, je suis sorti de chez le notaire qui était à 250 mètres du bâtiment, j'avais une clé gigantesque de 20 cm dans la main, en fer forgé, sublime clé qui n'ouvre aucune porte, mais sublime clé, on va dire le dernier vestige du portail. Et je me suis retrouvé face au cœur, je lui ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Quelques minutes après, mes parents sont arrivés, et leur réaction était juste de dire que cela me ressemblait. Donc, C'était cohérent. oui, il y a une vraie cohérence. En fait, j'ai trouvé l'équilibre grâce à Saint-Martin-du-Bourg. J'ai mis du temps à me l'approprier, parce que quand vous arrivez dans un bâtiment de 800 mètres carrés, vous avez à peine 30 ans. Par où commencer? Quoi faire? Déjà, c'est ça. C'est par où on commence et qu'est-ce qu'on fait. Déjà, il y a des règles qu'il faut respecter. Alors, j'ai eu la chance d'étudier un peu le code du patrimoine à l'université, mais c'est qu'est-ce que je fais et pourquoi, et ensuite comment. Parce qu'il faut bien vous dire qu'on est sur un bâtiment, on le voit un peu sur les photos sur notre site internet et sur l'Instagram. Le sol du rez-de-chaussée est en terre battue. Alors à l'époque, il y avait un plancher qui pourrissait, donc que j'ai retiré pour essayer d'assainir le bâtiment. La plupart des fenêtres anciennes sont des baies ouvertes sur la nature. C'est un bâtiment qui a été mis en sommeil, et c'est pas très simple. Il n'y a ni eau ni électricité quand j'arrive. Et donc maintenant, on commence à arriver à un schéma où on a à la fois du confort, parce que l'idée c'était que je puisse y trouver moi un havre de paix pour venir lire, écrire et profiter du Morvan. S'y poser. M'y poser, avoir un point de chute. Moi qui aime voyager, en fait, j'aimais l'idée de rentrer quelque part à un moment. Et ensuite, ce qui était vraiment important, c'était de me dire que je voulais pas en faire, et c'est ce que je dis souvent quand j'ouvre les portes, c'est je veux pas en faire un palais aux portes dorées et fermées. Au contraire, je veux que le bâtiment vive, qu'il respire et qu'il prenne du sens. C'est toute la symbolisme aussi de la clé. Alors la clé, Oui. évidemment, matériellement, qui va ouvrir le bâtiment, mais la clé qui va ouvrir de nouveaux horizons, une nouvelle étape de vie. Oui, c'est exactement ça. Alors à la fois, c'est une nouvelle étape de vie, et moi j'ai eu le sentiment avec Saint-Martin-du-Bourg que c'était le moment où toutes mes vies, si je puis dire, se réunissaient. J'ai une passion pour l'art roman, mais qui est une passion dormante en fait. Je suis toujours fasciné par l'architecture romane, la religion catholique et ma culture. J'ai baigné dedans.
Euh, ça réunissait plein de choses. Avallon, qui est une ville que j'aime énormément, dont j'aime beaucoup parler d'ailleurs. Il y a énormément d'occasions où ce n'était pas forcément le sujet, où j'ai voulu imposer le sujet. À l'université, mes camarades en fait, se moquaient souvent et riaient parce que je les bassinais toujours avec le Morvan et Avallon et C'était un l'importance peu l'idée historique. fixe, mais l'idée fixe dans le bon sens du terme. Exactement, en Voilà. fait, je voulais absolument qu'on prenne le temps de lui accorder sa chance et de le découvrir. Donc forcément, j'étais très heureux quand on parlait de l'art roman en avallonnais, à l'université, ce genre de choses. Donc c'est pour moi en fait un lieu très symbolique en fait. Donc j'aurais, je pense, du mal à le transmettre, enfin, d'une façon à le vendre et à l'abandonner, parce qu'il signifie tellement de choses pour moi. Et en même temps, c'est un lieu qui me révèle beaucoup. Est-ce qu'on peut dire, Arnaud, que ce lieu vous était destiné? Il vous attendait? Alors, je suis assez de cette philosophie-là. C'est mon grand-père qui disait toujours que les choses qui devaient arriver arrivent. Et que si les choses ne se font pas, c'est qu'elles ne doivent pas se faire. C'est encore ma philosophie aujourd'hui, que ce soit dans ma vie professionnelle et avec Saint-Martin. Je pars du principe que quand je me bats, par exemple, pour avoir un bout de terrain supplémentaire, que ça ne se fait pas, c'est que ça ne doit pas se faire. Ou du moins pas à ce moment-là. Oui, c'est curieux. J'ai plein de similitudes et plein de signes. Et j'ai tendance à les suivre et les écouter. Je suis tombé par hasard sur un dessin de Saint-Martin-du-Bourg, qui est le plus vieux dessin connu, du coup, aujourd'hui, de l'abbaye. L'été dernier, ce dessin m'attendait chez un marchand en Angleterre. Voilà, des choses comme ça, des archives sur lesquelles je tombe, des livres que j'ai mis toute mon adolescence à rechercher et sur lesquels je tombe en poussant la porte la première fois d'un bouquiniste à Saint-Germain-des-Prés. Les liens avec le prince de Condé et donc la rue de Condé quand même qui est Où se trouve Territoire. où se trouve Territoire, ma maison de thé. Oui, c'est assez curieux. Puis des clins d'œil, Saint-Martin par-ci, Saint-Martin par-là. Bon, même si c'est un évêque qui a beaucoup fait pour la chrétienté et du coup a énormément de lieux qui lui sont consacrés, mais plein de clins d'œil. Et c'est assez fou. Et plus je creuse son histoire et pour comprendre son passé, son histoire, et plus je trouve des similitudes qui me touchent. Quand j'ai appris que les moines de Saint-Martin-du-Bourg, leur spécificité, c'était ils avaient deux choses qui étaient la production de chanvre et des plantes médicinales qu'ils revendaient aux autres abbayes de la région. Je me suis dit qu'il y avait quand même des similitudes assez curieuses entre mon histoire familiale qui était spécialisée dans le chanvre dans la même région et puis ma vie actuelle autour des plantes comme le thé. Ok, mais la botanique. Oui, énormément. Et du coup, ce lieu me fait l'aimer encore davantage parce que je m'intéresse à la place de la botanique dans les abbayes romanes. C'est ce qui est merveilleux avec un projet pareil, c'est que on n'en finit pas. Et pour rejoindre ce que vous me disiez tout à l'heure, en fait, dans la dimension de la folie, il y a vraiment ça aussi. C'est que c'est tellement pas maîtrisable parce que ça ne s'arrête jamais et ça ne s'arrêtera jamais que... à la fois, il y a presque quelque chose de schizophrène et en même temps, j'aime cette idée où les choses n'auront jamais un état fini et continueront toujours de vivre et d'évoluer. Et en même temps, c'est une énergie extraordinaire, une énergie de vie. Oui, bah, c'est un moteur. Après, c'est difficile parce que c'est un moteur qui m'est propre en fait. C'est mon projet de vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est à la fois handicapant et très stimulant. Et en même temps, forcément, ma vie aujourd'hui, c'est comme si j'avais un enfant à charge. Donc, dès qu'il y a un avis de tempête sur le Morvan ou cette zone-là, je ne dors pas de la nuit en me disant est-ce que le toit va tenir? Est-ce qu'il n'y aura aucun problème? Est-ce que tout se passe bien, simplement? Un enfant dont il faut prendre soin. Oui, oui, oui. Et puis pour qui on a toujours une pensée. Quelle qu'elle soit. Il n'y a pas un jour où je ne vais pas penser à Saint-Martin-du-Bourg. Je disais tout à l'heure, peut-être que c'était justement un endroit qui vous était destiné, un lieu qui vous était destiné, parce que il s'est endormi dans cette ville. Elle s'est endormie, puisque c'était une abbaye puis une église. Hein. Elle s'est endormie, mais elle n'a pas été détruite. Elle aurait pu être détruite et disparaître justement aux mains des promoteurs ou en faire autre chose, puisqu'elle n'avait plus fonction finalement d'église. C'est ce qui est assez curieux avec Saint-Martin-du-Bourg, c'est que, alors aujourd'hui, il reste un tiers du bâtiment médiéval, puisqu'il reste a été démoli à la Révolution française. Et en fait, ma grande question toujours, c'est de me dire, mais pourquoi ne pas avoir simplement pris les pierres rasées, puisque à l'époque, on considère que le bâtiment était en mauvais état, et puis construit totalement autre chose à la place, ou laisser place à un grand jardin. C'est quelque chose d'assez fou, et puis cette obsession qu'ont eu plusieurs générations d'Avallonnais à vouloir le faire vivre, parce que
à la Révolution française, il est donc acheté, puis ensuite transmis. Il deviendra un moment une usine à grains, ce genre de choses. Ça a été aussi, Saint-Martin a permis d'accueillir des prisonniers et des blessés pendant les conflits. C'est assez fou de se dire qu'on ne peut pas le supprimer totalement. Alors, quand on entre dans ce bâtiment, que trouve-t-on, Arnaud? On se trouve face à un bijou. Moi, je l'appelle souvent ma merveille. On se trouve face à un chœur plat, donc d'un roman primitif bourguignon, un bâtiment qui nous raconte toutes les phases de l'art roman, du 9e jusqu'au 13e siècle. Après, ce qui est assez fou, c'est donc la hauteur sous plafond, même si aujourd'hui, les dimensions sont erronées dans le sens où on a fabriqué un nouveau sol au 19e siècle pour agrandir la crypte et en faire une cave à vin. Donc il faut imaginer qu'on a 1,75 m en moins. Ensuite, on est écrasé par des planchers du 19e aussi qui ont été installés dans la hauteur de la nef, qui donne aussi en fait une dimension très particulière au bâtiment. On trouve des chapiteaux sculptés de motifs végétaux stylisés au rez-de-chaussée. 2 chapiteaux qu'on n'arrive pas tellement à comprendre, avec un principe d'une épée, comme une épée qui transpercerait une fleur, mais avec un schéma vu à l'envers. Et puis ensuite, au premier étage, des chapiteaux historiés, comme c'est généralement le cas dans les abbayes romanes. Des chapiteaux qui sont en relativement bon état. Oui. Et en fait, ce qui était fou aussi, c'est qu'au 19e, quand ils ont décidé de le transformer en usine à grains, ils ont eu beaucoup de respect pour le bâtiment. Donc, ils ont créé des coffrages en bois, ils ont créé des murs pour protéger pas mal de choses. Et donc, moi, j'ai eu la chance de découvrir un des chapiteaux derrière un coffrage en bois. C'était assez émouvant, et puis en même temps ils les ont protégés plutôt que à certains endroits ils vont avoir taillé la colonne pour pouvoir permettre de passer avec des chariots, mais dans tous les cas ils auront eu beaucoup de respect et puis mis beaucoup de soin à protéger les chapiteaux. Alors il y a un clocher. Il y a un clocher, oui. Qu'il a fallu nettoyer. Qu'il a fallu nettoyer, ça a été le travail de 2 étés, puisque donc il avait été occupé par des pigeons pendant longtemps, et donc on a retrouvé à la fois le mécanisme qui permettait de monter les sacs de grains au 19e, puisqu'il y a 2 niveaux de plancher dans le clocher, et puis en même temps d'être sous cette charpente qui est probablement d'origine. Un clocher qui retrouvera peut-être un jour une cloche. Alors ça, c'est le grand débat. C'est aussi la grande frayeur de certains habitants. Alors j'aime à y faire retentir une cloche, puisqu'on a une cloche du 18e à Saint-Martin, qui n'était pas là, mais qui nous a été offerte. J'aime pour avoir cette sensation assez égoïste, que je le fais généralement quand il n'y a personne, de la résonance. Il y a une acoustique et une atmosphère vraiment particulière à Saint-Martin, et un sentiment de bienveillance qui, moi, me touche beaucoup. Mais j'aimerais beaucoup l'idée, même symboliquement, d'aller remettre ou la cloche de Saint-Martin, puisqu'elle est dans les archives de la ville, ou bien une cloche à l'identique. Et on le voit sur plusieurs photos qui ont été prises du bâtiment. Vous avez quelqu'un, je crois, qui justement a à cœur de suivre l'évolution des travaux et qui prend des clichés comme ça. Oui, l'idée véritablement... à la fois, on trouve énormément d'archives, et en même temps, on trouve très peu d'archives iconographiques. Au Moyen-Âge, on ne faisait pas de dessin et très peu de relevés des monuments. Donc, c'est la partie frustrante de la recherche. Et donc, j'ai voulu très vite, à partir du moment où je suis rentré, mitrailler le bâtiment dans tous les sens, jusqu'au jour où j'ai eu la chance de rencontrer Caroline Rose, qui est une photographe qui a accompli un travail merveilleux pour les monuments français, dont la spécialité est véritablement la photographie d'architecture et des monuments historiques, on peut le dire. Elle avait fait un travail remarquable, notamment sur Notre-Dame de Paris, et un livre sublime de photos. J'ai la chance qu'elle vienne régulièrement prendre soin du monument, parce qu'elle se l'a approprié aussi, et puis prendre des photos à différentes saisons avec une lumière différente, puisque l'idée, c'est toujours de le faire en lumière naturelle. Et puis ensuite aussi au fur et à mesure du nettoyage. Donc sur certaines photos on va avoir des tas de pierres, et puis sur les photos 6 mois plus tard, les tas de pierres n'y sont plus puisqu'on a nettoyé totalement le bâtiment. Et puis quand on creuse, et puis quand on retire une boiserie, qu'on trouve l'ancienne piscine qu'on a dans le chœur, qui était l'endroit où on gardait c'est un équivalent de tabernacle en fait pour les abbayes romanes, on va dire. Voilà, enfin tout ça est archivé au fur et à mesure, cliché par cliché. Aujourd'hui, on a à peu près 1200 photos.
sachant qu'on fait des photos quasiment tous les trimestres et à chaque moment que cela nous paraît opportun. Une nouvelle étape de témoignage, en fin de compte, pour ce bâtiment. Oui, parce que souvent j'ai tendance à dire que moi je suis le gardien de la clé, mais que je suis là pour le transmettre aux générations futures et que tous les travaux et tous les soins que j'apporte à rénover Saint-Martin permettent juste une chose, c'est que Saint-Martin-du-Bourg vive encore au moins 900 ans, puisque c'est à peu près l'âge qu'a le bâtiment. J'espère que dans 900 ans, ces clichés auront encore une raison d'être et pourront encore être utiles et pourront raconter l'histoire de Saint-Martin-du-Bourg au XXIe siècle. Alors, c'est toute une équipe qu'il faut pour y arriver. Alors, vous avez réussi, Arnaud, à fédérer des amis, sans doute, évidemment, autour de vous, et puis les habitants aussi d'Avallon. Oui, alors c'est la chose la plus touchante. Et les premiers à avoir répondu, évidemment, sont ma famille et mes amis très proches. Qui n'ont pas été surpris pour la moitié de l'ambition du projet et du projet en lui-même, qui ne m'ont pas jugé non plus, parce que ça peut... j'ai eu la chance d'avoir des parents, par exemple, qui étaient très compréhensifs et qui à aucun moment m'ont dit mais vous êtes complètement fou. Ça c'est un grand cadeau. Et ensuite, dès le moment où on a décidé d'ouvrir les portes au public, et même avant, puisque j'ai des personnes qui spontanément m'ont écrit quand on a commencé à avoir de la presse, et du coup ça m'a vraiment touché, toutes ces personnes qui voulaient ne serait-ce que pousser la porte pour découvrir le bâtiment. Et ensuite qu'est-ce qui se cache derrière les murs? Ce qui se cache derrière les murs, parce que certains le pressentaient. Et pour moi, le plus beau cadeau en fait récent qui m'a été fait avec Saint-Martin, sont les Journées du patrimoine l'année dernière, où, ayant reçu le prix du jeune repreneur de monuments historiques sous le mécénat de Patrice Besse et Dominique de la Fourchardière en 2019, j'ai voulu véritablement faire profiter de ce prix et de la médiatisation qu'on avait pu avoir autour du monument aux Avallonnais. J'ai ouvert au public et je m'étais dit, bon, le dimanche après-midi suffira. Et puis aussi très vite, dans les circonstances qu'on a vécues. Exactement, dans un schéma où forcément on avait un cadre qu'on nous demandait de respecter, et aussi bien la demeure historique qui nous a accompagnés dans cette démarche-là que la préfecture et même la DRAC. J'ai trouvé que le travail a été admirable pour permettre que les Journées du patrimoine aient lieu. Et à Saint-Martin-du-Bourg, ça a eu lieu et ça a eu un succès phénoménal, bien qu'on n'a pas arrêté de rajouter des horaires pour pouvoir permettre justement d'accueillir toutes les personnes qui le souhaitaient. Et j'étais très touché de voir l'engouement pour les Avallonnais et puis même des personnes qui venaient de très loin. On a eu des Belges, on a eu des Allemands. Donc c'est assez touchant. La en réaction, fait, Arnaud Bachelin, de ces personnes, des choses qu'elles ont pu dire, des remarques, des étonnements. Moi, j'avais peur, et j'en ai pas dormi pendant toute une semaine avant, que les personnes se disent, bon, tout ça pour ça. Mhm. Et en fait, parce que je me disais, moi, je le vois avec des yeux émerveillés, j'arrive pas à m'en lasser, et je me posais la question de quel regard porterait un étranger. Et en fait, ça a été quelque chose d'assez impressionnant. Alors à la fois pour certaines, j'ai des personnes qui n'ont pas compris pourquoi le bâtiment n'était pas resté dans le domaine public, puisqu'il était redevenu public, propriété de la commune, qui n'arrivaient pas à avoir ni les fonds, ni l'énergie, ni le projet pour le faire vivre. Et ensuite, des gens très bienveillants qui très vite me disaient, voilà, moi j'ai la maison du bas, en contrebas, j'ai une pierre, je pense, qui vient d'ici, qui est un peu bizarre, qui est comme ça, il faudrait passer voir. Si vous avez besoin de moi, je suis là. C'était des voisins, des propriétés derrière Saint-Martin qui me disaient, si vous avez besoin d'outils, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de vous réchauffer, on est là. Et puis des Avallonnais curieux de savoir ce que je voulais en faire aussi, ce que ça deviendrait. Où je leur ai dit qu'il y avait à la fois une partie qui permettrait de raconter l'histoire du bâtiment, mais qu'il fallait lui réinventer et lui réécrire une histoire. On va en parler de cette histoire tout à l'heure, justement, oui. Arnaud. Et puis, peut-être qu'ils ont découvert finalement, alors autant de personnes qui étaient intéressées dans ces Journées du patrimoine, ils ont découvert que ce bâtiment avait une âme. Oui. Une âme qui lui avait été révélée quelque part, par vous aussi. Oui, alors en fait, ce qui était touchant, c'est que j'ai retrouvé des personnes que je n'avais pas vues depuis 15 ans, des personnes de la Société d'études d'Avallon, où j'ai fait mes premiers pas de recherche historique quand j'avais 12-13 ans. Et puis des personnes qui m'avaient connu dans d'autres circonstances. J'ai fait beaucoup de théâtre étant adolescent, et pour qui ils trouvaient des similitudes et trouvaient fou en fait cette énergie et ce projet.
Et puis aussi, je pense que j'essaie de leur faire suffisamment de place pour qu'ils s'approprient les choses aussi, et que ce soit pas simplement mon projet, mon énergie et moi l'âme des lieux, même si forcément je pense que je suis très empreint de Saint-Martin et Saint-Martin est très empreint de moi. J'aime l'idée que tous les gens du quartier d'ailleurs en fait s'approprient le bâtiment. Alors justement, pour en faire quoi par la suite, Arnaud? On a le bâtiment pour vraiment aussi le rendre au public et le mettre à destination du public, mais lui donner justement une nouvelle vie par quel projet? La première urgence est déjà de finir la restauration qui avance bien. Ensuite, c'est de commencer à accueillir des événements. On peut imaginer des expositions. C'est ce qu'on avait fait avec une artiste, Hélène Pétavy, en septembre pour les Journées du patrimoine, avec des événements publics et privés. Le faire vivre aussi avec des événements qui ont du sens avec l'histoire du lieu. Donc évidemment autour de l'art roman. Et puis ensuite, j'oublie pas que Saint-Martin-du-Bourg a été construit sur un ancien sanctuaire gaulois dédié à Bélénos, avec les Beltènes qui sont des fêtes au moment du 1er mai. Des choses de cette accalmie. Ensuite, une dimension aussi de musée, puisque je veux qu'il y ait une partie qui permette de raconter l'histoire de la vie de ce genre de monument. Et puis, je travaille aussi à une maquette pour reconstituer le bâtiment dans son ensemble, avec son cloître aujourd'hui disparu, et tout ce qu'il y a pu y avoir de bâtiments conventuels. Et puis ensuite, je ne suis pas fermé à ce qu'il finisse par accueillir aussi des événements privés du type des mariages, du type tout ce qui permettra à ce bout d'Avalon de revivre et puis d'avoir une belle énergie. Alors parallèlement à ce projet aussi autour de l'abbaye de Saint-Martin-du-Bourg, il y a d'autres projets très personnels aussi, mais qui sont liés d'une certaine manière. L'idée en fait c'est que j'ai du mal à cloisonner les choses, et donc très vite j'aime l'idée en fait que le bâtiment prenne du sens aussi avec mon projet parisien de maison de thé. Donc on envisage à proximité de l'abbaye de planter des théiers, de développer une culture de théiers, avec un musée du thé aussi, et puis dans des dépendances de l'abbaye aussi d'aménager des espaces qui puissent accueillir des personnes qui pourraient venir en résidence. À la base, le projet de départ était dans l'idée de faire une sorte de gîte. Plus le temps passe et plus l'idée évolue en résidence pour auteurs et artistes, parce que j'aime l'idée que Saint-Martin puisse inspirer d'autres personnes. Historiquement, c'était un endroit où le peintre Achille Schnett, qui est le fondateur du musée de la ville, enfin, un des fondateurs du musée de la ville, vivait et a appris à peindre à beaucoup d'Avalonnais. Antoine Vestier, un grand peintre du portraitiste du XVIIIe, qui est exposé dans les plus grands musées du monde, est né en face du portail de Saint-Martin. Son père y était marchand de tissus et d'étoffes. Donc c'est la direction que prend la future nouvelle vie de Saint-Martin-du-Bourg. Du thé dans le Morvan? Oui, du thé dans le Morvan, à la fois par chauvinisme, si je puis dire, et ensuite parce que c'est possible. On l'a montré, on a des très belles initiatives aujourd'hui en France de production de thé. C'est des choses que j'évoque depuis une dizaine d'années dans mes ateliers, dans la faisabilité. Je me suis amusé moi-même à planter des théiers sans aucune volonté de produire il y a plus de 10 ans de ça. L'idée maintenant est de faire en sorte d'avoir une sorte de passerelle et des connexions et un pont entre la rue de Condé et la Maison de thé Territoire à Paris et le projet Terre Éduenne, qui est le projet de plantation de thé en Avalonnais, dans une terre qui est suffisamment acide pour accueillir le Camellia sinensis, et dans lequel on pourra aussi bien produire, raconter l'histoire du thé, tout en racontant l'histoire de bâtisses anciennes. Et en même temps, c'est une façon aussi de faire vivre ces monuments, parce qu'aujourd'hui, c'est très important de vouloir faire revivre le patrimoine, et surtout rural. C'est encore plus important de leur donner un rôle et une utilité. Si tous ces monuments nous sont parvenus, c'est parce qu'ils ont toujours eu un rôle et une utilité. Si à un moment on leur donne plus de sens, c'est à ce moment-là qu'ils tombent dans l'oubli et qu'ils finissent par être détruits. Leur redonner vie, leur redonner un souffle. Oui, et puis vraiment les remettre sur la place du village, j'ai envie de dire. Souvent, c'est en ça que je ne suis pas toujours d'accord avec les discours de certains architectes des bâtiments de France, par exemple, qui veulent trop préserver certaines choses en oubliant que ces bâtiments ont besoin de vivre. Alors que ce ne sont que les habitants, la population qui donnent du sens à ces pierres. Si vous faites des mouroirs, j'ai envie de dire des choses surrestaurées et sans âme et sans vie,
et qui ne sont pas adaptés à la vie d'aujourd'hui et à l'occupation et au rôle qu'ils ont aujourd'hui, bah, le bâtiment, il est dénué de sens, en fait, il perd du sens. Si au contraire, vous lui redonnez en fait une énergie et, et que lui donnez véritablement un rôle aujourd'hui, qui est pas forcément, c'est pas parce que ce bâtiment était une église que forcément il doit continuer à être une église. Euh, pour moi, le plus important, c'est que ces bâtiments vivent et trouvent en fait du sens dans nos villes et dans nos vies aujourd'hui. En Angleterre, c'est très courant. Vous avez énormément d'hôtels qui sont installés dans dans d'anciennes églises. Faut l'assumer. C'est triste à partir du moment où. Enfin, moi, je préfère que l'église d'un village soit transformée en chambre d'hôte plutôt que l'église soit totalement En fermée, bibliothèque ou en bibliothèque, et plutôt que le bâtiment soit totalement fermé ou démoli. ou démoli, comme c'est de plus en plus souvent le cas en plus en France. Le patrimoine, Arnaud, c'est une passion, mais on voit aujourd'hui que les Français ils sont de plus en plus attachés. On voit avec le succès des Journées du patrimoine. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça signifie, cet attachement à son patrimoine? Surtout dans ces temps un peu troublés. Bah, je pense que ce sont des repères, tout simplement. Un repère culturel, et puis un repère aussi, enfin bêtement, à des choses, à des moments où les temps étaient plus sereins, même si on ne peut pas dire que toute l'histoire de France a été sereine au travers de notre patrimoine, mais je pense que c'est vraiment cette notion il y a quelque chose de rassurant, de se dire que ça ne bouge pas, que ça ne fait qu'évoluer dans le bon sens et qu'on l'accompagne. Et puis on s'approprie énormément les choses grâce à des missions comme la mission Stéphane Bern aussi. C'est très important. Et puis l'intérêt du patrimoine pour les Français, je pense que les Français, il y a quelque chose à la fois ils sont très attachés à leur culture, à leur histoire, même si à différents moments, en fait, ils ont revendiqué d'autres orientations, mais ils en reviennent toujours en fait aux sources, j'ai envie de dire. On a besoin de se situer dans cette histoire, dans cette lignée de ceux qui nous ont précédés, tous ces artisans aussi, tous ces bâtisseurs qui ont été extraordinairement doués à une certaine époque. On se dit aujourd'hui, on n'arrive pas à faire la même chose, enfin différemment Oui. peut-être, mais c'est une espèce de gratitude aussi qui s'exprime Oui. par rapport à tous ces artistes et artisans. Oui, gratitude et humilité en fait. Moi, je suis toujours touché parce que, évidemment, au Journée du patrimoine, on a eu énormément d'artisans qui sont venus voir. Il y a énormément d'artisans qui travaillent sur Saint-Martin-du-Bourg aussi, des tailleurs de pierre, qui nous expliquent qu'aujourd'hui, on ne construit plus de la même manière. Et j'ai envie de dire que ça se voit. Un bâtiment qu'on construit aujourd'hui, je serais curieux de voir ce qu'il en reste dans 800, 900 ans. Moi, je vois juste qu'elle bouge à peine et que la lumière est pensée, que tout est intelligent. Et l'art roman fascine. C'est à la fois une pureté, puis en même temps le début de l'opulence de la décoration. Saint-Martin-du-Bourg est un art roman primitif, donc on est très sobre. Mais il ne faut pas oublier, on est à 15 km de Vézelay. Saint-Martin-du-Bourg a été un des modèles. Et puis les bâtisseurs de Saint-Martin-du-Bourg ont œuvré sur la basilique Sainte-Madeleine à Vézelay. Enfin, c'est quand même, ce sont des joyaux. C'est pas pour rien que Vézelay est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a la chance aussi en Bourgogne d'avoir des choses comme l'abbaye de Fontenay, un autre joyau des mêmes époques. Et Avalon était lié aussi à Autun. Exactement. C'est une chose qui moi me fascine. Pendant très longtemps, j'ai pas compris pourquoi Avalon et Autun, alors qu'aujourd'hui c'est pas loin de 80 km, ce qui paraît quand même assez éloigné. Mais Avalon était la campagne d'Autun d'une certaine façon à l'époque romaine. Et d'ailleurs, Avalon était le diocèse d'Autun pendant très longtemps. Il n'y a qu'à la fin du XVIIIe que l'on commence à concéder qu'Avalon rentre dans le diocèse de Sens, qui deviendra le diocèse de Sens-Auxerre. Mais je pense que... Et puis, il y a aussi quelque chose de fascinant, c'est la transmission de toutes ces traditions orales, où on finit par faire des choses machinalement. Et donc, c'est aussi ça que veut dire le patrimoine. C'est être fier de son coin, être fier de notre histoire, de tout ce que ça peut représenter. Enfin, moi, c'est ce que je trouve le plus fascinant. Et plus je creuse, et plus je trouve cette région fascinante. Juste une question très concrète. Arnaud, quand on touche une pierre de cette abbaye,
un chapiteau, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai des frissons systématiquement. Mais c'est fou, l'énergie de ce lieu. Alors, après, on peut adhérer ou pas aussi à cette dimension-là, mais moi, j'y adhère totalement. Le lieu a des énergies très saines. Et donc, forcément, quand vous posez la main sur la colonne romaine brisée, qui aurait été brisée par Saint Martin lui-même, ça fait quelque chose. Et c'est pas simplement la sensation de la pierre froide, parce que d'ailleurs, je trouve que les pierres sont jamais froides à Saint-Martin. Et vous y allez en plein hiver, la pierre a emmagasiné toute l'énergie, toute la chaleur. Et il y a eu énormément de personnes qui ont travaillé aussi sur l'importance des différents points telluriques, sur la construction de ce genre de bâtiments. On savait que les temples romains, de toute façon, n'étaient pas construits n'importe où, n'importe comment. Et puis il y a un sens, il y a forcément une logique autre qu'une logique commerciale d'une certaine façon, enfin de communication à réemployer un lieu. Mais c'est quand même pas anodin. Oui, c'est quand même pas anodin d'aller réemployer un sanctuaire celte, en faire un temple romain, puis en faire un temple, une chapelle paléochrétienne qui deviendra plus tard une abbaye avec 40 moines. Il y a forcément une énergie, et puis ensuite, je pars toujours du principe que l'occupation qu'on fait d'un lieu, elle apporte aussi son énergie. Les moines de Saint-Martin-du-Bourg ont vécu sous la règle de Saint-Benoît. Je vous invite à la lire. La règle de Saint-Benoît est quand même assez... Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fou aussi, à la fois très moderne et en même temps très archaïque, mais en même temps quelque chose de tellement pur que forcément l'énergie peut être que bonne. Je connais personne qui soit rentré dans Saint-Martin-du-Bourg et qui ait eu une mauvaise sensation. Bien au contraire. Espérons qu'on puisse alors la visiter rapidement, bientôt. Avec grand plaisir, vous êtes la bienvenue. Et que tout le monde puisse bénéficier en tout cas de ce beau lieu et le découvrir. En attendant, on peut le découvrir via le site internet. Il y a un site internet qu'on essaie de mettre à jour régulièrement, un compte Instagram. Et puis on va commencer à communiquer à partir du mois de mars sur un projet de parrainage de tuiles et de pierres. Et puis on peut compter pour les prochaines journées du patrimoine. Évidemment, nous serons au rendez-vous. Alors la fenêtre à ouvrir, Arnaud, parce qu'on ne perd pas les bonnes habitudes. Ouvrons la fenêtre, pose toujours la question à son invité. On est en 2021, presque à la mi-janvier. Quelle fenêtre, vous particulièrement, là, vous voudriez ouvrir, Arnaud? Une fenêtre de sérénité. Véritablement que cette année soit sous le signe du repos et de la sérénité. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à mon invité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du podcast ouvronslafenêtre.fr. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. J'attends vos commentaires et vos suggestions. N'hésitez pas, surtout, ça me permet de progresser. Et puis ça me donne des idées aussi d'autres invités. Et puis d'autres aussi viennent me trouver et se proposent. Donc voilà, le cercle s'élargit. Ouvrons la fenêtre, vous le savez, c'est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous. Sans les auditeurs, ce podcast ne serait rien. Je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et notamment Apple Podcast. Alors vous êtes nombreux à me demander pourquoi Apple Podcast, parce que c'est la seule plateforme de podcast qui permet d'améliorer le référencement et donc que ce podcast soit mieux connu et remonte dans les résultats de recherche. Voilà, vous savez tout. Merci à tous. Vous pouvez aussi contribuer financièrement via la cagnotte Tipeee en laissant quelques pourboires sur les épisodes qui vous plaisent le plus. Alors merci vraiment de votre fidélité et de votre confiance. Et puis je vous dis rendez-vous la semaine prochaine et surtout en cette période, portez-vous bien.